30 minutes d'information sur RTI 1. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Voici le sommaire. La sécurité sous-régionale ouest-africaine au menu des échanges hier entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le commandant des forces américaines en Afrique, le général Stephen Townsend. Les deux hommes se sont entretenus au palais présidentiel dans la commune du Plateau. 76e AG des Nations Unies, le débat général s'est ouvert hier à New York, aux États-Unis. Plusieurs chefs d'État ou de gouvernement se sont prononcés sur des questions d'intérêt international. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le monde doit se réveiller face aux menaces. Enfin, encore des tensions en Libye. À quelques mois des élections générales, le Parlement a voté hier une motion de censure contre le gouvernement de transition. À noter dans l'actualité nationale ce Conseil des ministres aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Réunion bien sûr présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Nous allons largement revenir sur ce sujet dans nos prochaines éditions. C'est sa toute première visite en Côte d'Ivoire. Le général Stephen Townsend, commandant de AFRICOM, les forces américaines en Afrique, a été reçu hier par le président de la République, Alassane Ouattara. Leurs entretiens se sont déroulés au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les deux hommes ont évoqué les questions sécuritaires dans la sous-région ouest africaine. Les détails, Jérôme Kofi Abola. Il est en Côte d'Ivoire pour la première fois. Ce mardi, c'est le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire qui l'accueille. Commandant d'AFRICOM, le général Stephen Townsend dit avoir échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara, sur la question sécuritaire en Afrique et en Côte d'Ivoire, qui, de son point de vue, est un pays exemplaire en termes de stabilité. And my meeting with the president here was to exchange. C'était pour procéder à un échange de vues sur la question sécuritaire dans la région et du pays aussi. Les États-Unis voient en la Côte d'Ivoire une région de croissance et de stabilité économique. Je voulais voir l'avis du président, comment nous pouvions contribuer justement à l'effort de cette région. AFRICOM, c'est le commandement américain pour l'Afrique, une structure qui a donc pour vocation de superviser toutes les opérations militaires des États-Unis sur le continent. Direction New York, aux États-Unis, où s'est ouvert hier le débat général de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Plusieurs chefs d'État ou de gouvernement se sont succédés à la tribune pour se prononcer sur des questions d'intérêt international. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté les pays participants à se réveiller face aux menaces et autres divisions. Michel Digré. C'est une effervescence qu'il n'avait pas connue depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19. Le siège des Nations Unies à New York renoue avec ses ambiances des grands jours le temps de l'ouverture du débat général. Les chefs d'État ou de gouvernement se succèdent au pupitre pour leurs déclarations. Quand le secrétaire général des Nations Unies prend la parole, le ton est grave, Antonio Guterres est formel, le monde va mal. Je suis ici pour tirer la sonnette d'alarme. Le monde doit réagir d'urgence. Nous sommes au bord de l'abîme et nous allons à reculons. Jamais notre monde n'a été aussi menacé ou plus divisé. Nous faisons face à la plus grande avalanche de crises de notre existence. La pandémie de Covid-19 a amplifié des inégalités déjà flagrantes. La crise climatique s'abat sur la planète. De l'Afghanistan à l'Éthiopie, en passant par le Yémen et ailleurs, les bouleversements font échec à la paix. À la tête de la délégation ivoirienne aux Nations Unies, la ministre Kandia Camara décrypte le discours d'Antonio Guterres. Concernant la lutte contre la pandémie à coronavirus Covid-19, il a demandé aux États qui ont des moyens de mettre à la disposition des plus faibles des vaccins afin que les populations puissent bénéficier des mêmes soins. Il a lancé un appel à plus de solidarité afin que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
et les violences. Il a demandé une grande solidarité. Il a demandé aussi plus de démocratie. Le débat général se déroulera jusqu'au 27 septembre, date à laquelle la ministre Kandia Camara portera la voix de la Côte d'Ivoire à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Retour en Côte d'Ivoire, je vous donne lecture de ce communiqué de l'état-major général des armées. Les premières conclusions de l'enquête diligentée au lendemain de l'accident d'un hélicoptère de l'armée ivoirienne indiquent que le crash est survenu du fait de conditions météorologiques défavorables. Les recherches ont permis de retrouver les dépouilles des membres de l'équipage constitué de 3 instructeurs de nationalité étrangère et de 2 opérateurs de nationalité ivoirienne. Elles ont en outre permis de repêcher une des boîtes noires de l'appareil. Un hommage militaire sera rendu aux victimes ivoiriennes de ce drame le vendredi 24 septembre 2021 à la place d'armes générale de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin. En ce qui concerne les instructeurs de nationalité étrangère, une cérémonie sera organisée en leur honneur à la base aérienne d'Abidjan avant le rapatriement de leur corps. Le chef d'état-major général des armées réitère ses condoléances aux familles des disparus. Fait à Abidjan le mercredi 22 septembre 2021, signé le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. La région du Bounkani, dans le nord-est du pays, veut freiner l'expansion du terrorisme. Le Conseil régional a donc organisé il y a quelques jours un colloque pour aborder la question et encourager une étroite collaboration entre les forces armées nationales et les populations dans le cadre de la lutte. Les explications de Herman Niamia. Cette situation inquiète les populations qui vivent désormais dans la peur malgré la présence des forces de défense et de sécurité ivoiriennes dans la localité. On ne sait pas qui est qui, nous vivons là-bas dans la crainte, on a vraiment peur, mais on fait avec. Il n'est pas écrit sur le front de qui que ce soit djihadiste. Donc la nuit, les gars mènent les opérations, va savoir qui est dedans, qui n'est pas dedans. C'est pour envisager des pistes de solutions afin d'endiguer ce mal que le Conseil régional du Bounkani a convié les leaders de communautés, de jeunesse, les guides religieux, les autorités politiques et administratives, ainsi que les forces de l'ordre à ce colloque sécuritaire régional. On ne demande pas à la population de s'ériger en force de défense et de sécurité. On ne demande pas à la grande population du Bounkani d'aller attaquer ou riposter face à ces individus armés et dangereux. On demande à la population du Bounkani de nous donner sa perception de ce phénomène. Il nous faut trouver le moyen de créer cette harmonie entre les populations et les acteurs premiers, les responsables premiers de la riposte à cette menace terroriste. Selon Yen Philippe, pour gagner les populations à leur cause, ces terroristes leur font croire qu'ils n'ont pas affaire à elles, mais plutôt aux forces de défense. Pourtant, à cause de leurs exactions à la frontière ivoiro-burkinabé, la ville de Teini a accueilli ces derniers jours près de 1500 Burkinabés qui ont fui leur pays pour se réfugier en Côte d'Ivoire. Il invite donc les habitants de cette zone à rester sourds à leurs propositions en entretenant une franche collaboration avec les forces armées ivoiriennes. La situation des droits de l'homme s'améliore en Côte d'Ivoire et cela malgré la pandémie de coronavirus. C'est ce que souligne le rapport annuel 2020 du Conseil national des droits de l'homme. Le CNDH a présenté, expliqué et remis hier le document au président de la République Alassane Ouattara. Les explications de Sephora Zegui. Avant de rendre public son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Namizata Sangaré, la présidente du CNDH, l'a remis au président de la République par l'intermédiaire de Gilbert Kafana Koné, ministre auprès du président de la République en charge des relations avec les institutions de la République. Namizata Sangaré relève que malgré la pandémie de la COVID-19, des progrès ont été réalisés en la matière. Ce rapport note cependant que des violations des droits de l'homme ont eu lieu pendant l'élection présidentielle et la crise sanitaire de 2020. 2020 a été assez difficile
sur le plan des droits civils et politiques, avec les élections que nous avons connues, avec son corollaire de violence, et aussi sur le plan des droits économiques, socio-culturels, avec la pandémie à coronavirus, qui ont entravé plusieurs droits, notamment le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation. En réponse à ces violations des droits humains, l'institution fait des recommandations au gouvernement. Il s'agit entre autres de renforcer les plateaux techniques des établissements sanitaires et réduire le coût du certificat médical pour les cas de violence basés sur le genre. Le certificat médical est aujourd'hui un frein pour les femmes qui sont victimes de violences d'ester en justice. Nous avons demandé au gouvernement de faire en sorte de revoir avec les différents ordres pour que ce coût baisse. Et mieux, mettre en place un programme pour rendre gratuit le certificat médical. Au nom du président Alassane Ouattara, Gilbert Kafana Koné félicite le CNDH pour le travail accompli. Il revient tout de même sur les actions entreprises par l'État de Côte d'Ivoire afin de permettre aux citoyens de jouir de leurs droits fondamentaux en période électorale et de crise sanitaire. Il est à noter qu'à l'exception du maintien de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 septembre 2021, toutes les autres mesures restrictives des libertés fondamentales individuelles ont été levées. Je voudrais en outre réaffirmer l'engagement et la détermination du gouvernement à poursuivre son plan de construction de juridictions et de maisons d'arrêt conformes aux standards internationaux afin de juguler la question de la surpopulation carcérale. D'autres recommandations plus générales qui visent à améliorer la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, tant sur le plan juridique, social, politique qu'institutionnel, ont été formulées par le CNDH. Un tout autre sujet à présent, comment contrer l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Plus de 60 experts issus de différentes institutions nationales, sous-régionales et internationales participent actuellement dans la commune de Cocody à un atelier. C'est une initiative du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Les explications de Dangui Dangui. Des crises sanitaires et sécuritaires secouent l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et menacent d'ouvrir la porte à une autre crise, cette fois alimentaire et nutritionnelle. Près de 27 millions de personnes de cette région de l'Afrique sont touchées par la crise alimentaire. Plus de 50 autres millions risquent d'être sous la pression de cette crise les années à venir. Des chiffres officiels révélés par les autorités lors de l'ouverture officielle de la concertation régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Nous donnons les informations aux États, aux organisations régionales, aux producteurs pour pouvoir anticiper. Chaque pays a un plan de prévention de la crise alimentaire. Et la particularité de ces dispositifs, c'est que grâce au cadre harmonisé, il permet d'avoir des informations fiables. La consultation va servir donc en examinant de façon très pratique, filière par filière, la question de la disponibilité des denrées alimentaires, que ce soit au niveau végétal ou animal, et ressortir avec un plan pour contrer la crise qui est en train de se profiler. Cette concertation de 2 jours des experts et des dirigeants de la région est une initiative du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et vise à dégager les perspectives agricoles et fourragères de la région. Les gestes barrières nous sécurisent et nous protègent contre le coronavirus. Adoptons-les. 86 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays dénombre actuellement 59 239 cas confirmés de coronavirus, 56 890 personnes guéries,
574 décès et 1775 cas actifs. Rappelons que la vaccination contre le coronavirus est volontaire et gratuite en Côte d'Ivoire. Lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Les transporteurs de la commune d'Adjamé ont justement montré l'exemple pour la vaccination. Ils ont en effet reçu gratuitement le 17 septembre dernier leur première ou deuxième dose de vaccin anti-coronavirus. 2 sites de la gare routière de la commune d'Adjamé ont ainsi été aménagés pour accueillir les volontaires. Théodore Zouzou et Godefroy Okambawa. Gare routière d'Adjamé. Sous cette bâche, des transporteurs, des voyageurs et des commerçants. Ils sont venus se faire vacciner contre la Covid-19. L'initiative est de la coalition des transporteurs d'Adjamé pour barrer la route à la pandémie à coronavirus dans les gares routières. Il y a les commerçants, il y a les transporteurs, les passagers qui se côtoient. C'est pour cela que nous avons décidé de faire cette vaccination dans les différents gares pendant 3 jours. Cette opération de vaccination se déroule simultanément sur 2 sites de cette gare. Parmi ces personnes, celles qui ont reçu AstraZeneca comme première dose reçoivent le vaccin Pfizer comme deuxième dose conformément à la mixité de ces 2 vaccins. Je suis allé faire mon premier vaccin à la marine de Locodro. Bon, aujourd'hui était mon deuxième rendez-vous. C'était AstraZeneca. On me dit qu'on peut mélanger, on peut faire Pfizer. Voilà, donc je l'ai fait aussi, il n'y a pas de problème, je n'ai pas peur, ça va. Il est mieux de se faire vacciner puisque ça ne coûte rien, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Je suis toujours en contact avec les clients qui viennent un peu de partout. Tous ceux qui ont fait AstraZeneca, que leurs rendez-vous sont arrivés, ils peuvent venir faire le Pfizer, il n'y a pas de problème. Souvent, le vaccin peut avoir des effets secondaires et c'est ce qui est naturel. Ils peuvent prendre le paracétamol. S'il y a des effets secondaires insupportables, il faut totalement aviser l'équipe pour la prise en charge tout de suite des MAPI. Selon les autorités municipales, la gare routière d'Adjamé accueille plus de 3 millions de personnes par jour où les mesures barrières peinent à être respectées. À travers cette vaccination, les transporteurs visent à faire de la gare routière et des cars des lieux sains sans transmission du virus à Covid-19. Autre actualité, ils vont bientôt s'envoler pour l'Occident où ils vont passer plusieurs mois de formation. Ces jeunes étudiants ivoiriens bénéficiaires de la bourse d'études britannique Chevening ont partagé récemment leurs expériences avec d'autres apprenants. Rencontre organisée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Le ministre Mamadou Touré a encouragé la jeunesse ivoirienne à postuler pour la bourse d'études Chevening. Willy Kakou et Jean Djadji. 6 jeunes étudiants ivoiriens bénéficiaires de la bourse Chevening du gouvernement britannique. Ils se rendront au Royaume-Uni pour une formation de 12 mois. Après échange entre anciens et nouveaux bénéficiaires, tous reconnaissent l'importance de cette bourse pour leur formation. Cette bourse est une opportunité pour les jeunes. Il s'est dit, c'est une chose importante pour les jeunes de mon pays. Alors, il faut que j'offre une plateforme nationale et internationale pour parler de cette bourse et donner à mes jeunes l'information et les accompagner. Au vu des retombées positives de cette bourse, le ministre Mamadou Touré exhorte la jeunesse à se l'approprier. Au lauréat, il promet le soutien du gouvernement. Nous serons beaucoup plus regardants sur votre parcours pour voir le meilleur que le pays peut tirer de vous. La nécessité de changer complètement de mentalité et d'approche. Et vous avez très bien dit, l'État est là pour accompagner. Les partenaires, les pays partenaires sont là pour accompagner. Mais le principal doit être fait par les jeunes eux-mêmes. Créée en 1983, la bourse Chevening octroie annuellement 1500 bourses universitaires aux étudiants issus de diverses filières académiques. Toujours en Côte d'Ivoire, les professionnels des médias échangent actuellement sur la loi sur l'accès à l'information pour une gouvernance transparente et responsable. C'est une initiative de l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie en partenariat avec la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest. Yannick Efoumi et Issa Yeo ont suivi les travaux qui se déroulent à Grand Bassam dans la région sud du pays. La loi d'accès à l'information et aux documents d'intérêt public pour une gouvernance transparente et responsable en Côte d'Ivoire.
Cette préoccupation a fait l'objet d'un échange autour d'un panel par les professionnels des médias. L'initiative est de l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie, OLPED, en partenariat avec la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit pour ces organisations d'approfondir les connaissances des journalistes en la matière. Il faut déjà que nous l'utilisions, que nous en comprenions parfaitement le fonctionnement, le contenu, l'esprit et la lettre, pour que nous puissions faire des propositions pour davantage l'améliorer. C'est à travers cette loi d'accès à l'information que les journalistes peuvent accéder à l'information tenue par les administrations publiques pour pouvoir approfondir les rapports. Cette rencontre est une occasion pour la tutelle de remettre officiellement le manuel sur l'accès à l'information à ces professionnels des médias afin de les outiller. Le président de la République, avec aujourd'hui la mise en place d'un ministère chargé donc de la lutte contre la corruption, clarifie son positionnement quant à la prise en compte de ces éléments importants qui invitent à une bonne gouvernance et à une clarification de la gestion de la chose publique et donc permettent aux journalistes qui sont donc les guetteurs et les veilleurs d'être capables d'avoir accès à tous les documents qui leur sont importants pour la pratique de leur métier. Les journalistes et organisations des médias apprécient l'initiative, mais souhaitent davantage de dispositions légales pour l'exercice de leur métier. On ne peut que saluer cette loi, que chacun se mette dans la dynamique de l'application de cette loi pour faciliter le travail du journaliste. C'est déjà bon de faire connaître aux journalistes les possibilités que cette loi offre. Même si pour nous, le travail doit continuer pour que le Parlement, effectivement, puisse apurer la loi de ces aspects qui sont un peu entravants en matière d'accès à l'information. Ce panel est suivi de 2 jours de séminaires de formation à Grand-Bassam au profit de 18 journalistes choisis par les différentes organisations professionnelles. Plus de 10 pays en Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, ont récemment adopté des lois sur l'accès à l'information efficientes. En images, ces échanges également entre les membres de la commission d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et les dirigeants et autres responsables de communication des entreprises publiques. Les détails dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, la 4e édition du SADA, le Salon africain des assurances. Cet événement s'est ouvert le 16 septembre dernier dans la commune du Plateau autour du thème « Digitalisation des produits d'assurance et protection des consommateurs ». Le point dans ce reportage de Dangui Dangui. Dans le hall de la Caisse Tableau Plateau, Madame Assamoah visite les stands de la 4e édition du Salon africain des assurances, SADA. Je suis venue visiter et puis chercher à comprendre pourquoi s'assurer, qui partent sur le terrain pour rassurer les assurés. En ce moment-là, tout le monde acceptera de s'assurer. L'ère de la digitalisation oblige les assureurs à changer de pratique, de paradigme, voire même d'état d'esprit. Il est dommage et préjudiciable pour tout le secteur que les gens ne découvrent l'importance de l'assurance que quand ils ont un sinistre. Cet assuré africain a des besoins nouveaux, a des exigences nouvelles et il se plaint. Il se plaint sur l'ensemble de nos marchés. Il se plaint de la lenteur dans le règlement du sinistre. Il se plaint dans le service après-vente. Il se plaint dans l'information et la communication. Au SADA, c'est l'occasion plus que jamais d'informer le plus grand nombre. Le taux de pénétration des produits d'assurance en Côte d'Ivoire est de 1,6% contre 4% au niveau africain, a révélé le directeur général adjoint du Trésor, en invitant par ailleurs les assureurs à prendre leur place dans l'économie ivoirienne. Je voudrais vous assurer du soutien du ministère de l'économie et des finances, qui ne ménagera aucun effort pour appuyer toutes les actions qui permettent un accès des populations, même les plus défavorisées, au secteur financier. Aujourd'hui, on pense que les assurances sont des voleurs et que les assurances, c'est dédié aux riches. Non, les assurances, c'est pour tout le monde. Les autorités plaident en faveur de la mise en place de produits d'assurance pour les acteurs du secteur agricole, qui représentent plus de 70% de la population ivoirienne. Les experts du domaine des assurances vont réfléchir sur cette question ainsi que sur bien d'autres, notamment la digitalisation des services d'assurance et la protection des consommateurs.
Direction Katiola, dans la région centre du pays. Le corps préfectoral et les populations ont célébré récemment les actions du tout premier préfet de la région du Hambol, le préfet hors grade Yul Lambert Omépieux. C'est un reportage de Léon Brou de RTI Bouaké. La salle de conférence de la préfecture de Katiola a désormais une identité. Yul Lambert Omépieux, du nom du premier préfet de la région du Hambol. Ce baptême par le corps préfectoral, les élus et cadres, ainsi que les populations, un hommage qui révèle à sa famille le professionnalisme, l'humanisme, le charisme et l'exemplarité du préfet hors grade à la retraite. C'est pour nous et pour notre père le sentiment de fierté qui me serait difficile même d'exprimer avec des mots. Nous sommes émus, nous sommes extrêmement honorés et nous n'avons pas d'autre mot que merci. Dans notre corps, on a des modèles, on a des exemples, des gens qui nous ont inspirés et c'est tout à fait normal qu'on puisse mettre leur qualité en valeur. On n'est pas des donneurs de leçons, mais on a agi quand des personnes se sont sacrifiées pour une cause. Et pourtant, les leçons, le préfet de Katiola, préfet de la région de 2012 à 2017 en est un symbole. En effet, le Hambol clame encore l'éloquence oratoire, l'habileté professionnelle et scalaire de Yul Lambert Omépieux, qui aura marqué d'une empreinte indélébile, toujours selon ses successeurs, l'administration régionale, notamment dans la prévention et la gestion des conflits. Thomas Camara, le maire de Katiola depuis 2013, garde encore en mémoire l'abnégation de l'homme à servir l'État. En 2012, nous sortions de la crise sociopolitique, mais avec peu de moyens, le préfet Yul Omépieux, en son temps, avait vraiment travaillé avec détermination. Il y avait mis tout son cœur. C'est un homme compétent. Cette cérémonie de baptême de la salle de conférence de la préfecture de Katiola, également un hommage que le corps préfectoral rend à tous ses prédécesseurs et autres serviteurs de l'État. Un acte dans la dynamique de la recherche de l'excellence pour améliorer l'action administrative dans la région du Hambol. Tiasalé, dans la région sud du pays, a accueilli récemment un atelier. Les travaux ont porté sur la lutte contre les violences basées sur le genre. 27 agents de police ont participé à cette rencontre. Le point, Didier Nguessan. 27 agents de police bénéficient d'une formation intensive de 4 jours sur les violences basées sur le genre. Pour son programme dénommé Peace Earth, Peace Home, la fondation CEFI et ses partenaires ont initié un atelier en vue de renforcer les capacités des agents de police de la région de Lagnébi-Tiassa. C'était une activité de restitution d'une formation que nous avons faite. Nous travaillons avec la police nationale, les guides religieux. Nous sommes venus rencontrer les jeunes, nous sommes venus rencontrer les leaders d'opinion de la ville de Tiassalé pour qu'eux aussi puissent s'engager dans la lutte contre les VBG. Pour que dans la ville de Tiassalé, on puisse en arriver là. À 0 cas de VBG, c'est possible. Une initiative qui permet d'informer et de sensibiliser la population locale sur les violences basées sur le genre. Nous, police nationale, nous sommes là, nous sommes ouverts, nous sommes prêts jour et nuit, 24 heures sur 24, pour aider cette population. Rien n'est perdu. Nous allons avancer main dans la main et qu'il faut que nous travaillions à la dénonciation surtout. Et c'est en allant sur cette base-là que nous allons y arriver. Selon la présidente de la fondation CEFI, cette action permettra de lutter plus efficacement contre les VBG à Tiassalé. À cet effet, une plateforme digitale a été créée pour dénoncer toute forme de violence sur le genre. Dernier titre, la Libye. Le Parlement libyen a voté hier une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Abdelhamid Deba, aggravant les tensions entre camps rivaux et prenant le risque de torpiller les élections de décembre prochain, scrutin crucial pour l'avenir du pays. Voilà, très bonne suite de nos programmes sur RTI 1. Merci de nous avoir suivis.